Le Moyen-Orient est en feu. La guerre civile en Syrie a connu un regain d'intérêt à la suite de l'offensive des groupes rebelles islamistes au nord de la Syrie. Le cessez-le-feu du 27 novembre entre le Hezbollah et Israël demeure fragile. La guerre à Gaza continue, les Houthis bloquent toujours la navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb, tandis que la Turquie ne cache pas son intérêt marqué pour étendre son influence dans sa zone tampon et frapper les Kurdes en Syrie. On en parlait il y a 2 semaines. Mais où sont les États-Unis ? Les États-Unis sont présents au Moyen-Orient, mais en 2024, ce n'est plus tant pour établir la démocratie ou forer des puits de pétrole, mais pour 2 choses. Garantir la sécurité d'Israël, que ce soit par un appui militaire, mais aussi diplomatique avec le processus de normalisation avec les pays arabes, on a déjà fait moult vidéos sur le sujet, mais aussi endiguer et freiner l'influence iranienne. Puissance continentale, ancrée sur le continent eurasiatique, sur le Rimland de Spikeman, souvenez-vous, et qui remet en question le Sea Power, en plus d'être le rival le plus sérieux à Israël, là aussi, voir nos anciennes vidéos. Donald Trump va faire un nouveau mandat marqué sous le sigle America First. Dans notre vidéo sur le sujet, j'avais pu donner un aperçu de ce que signifiait l'America First. On y voyait que la politique de Trump et de ses conseillers s'inscrivait en fait dans une évolution, une transition, une continuation de l'empire thalassocratique américain, et que si pour eux cela est rassurant d'avoir des politiques qui vont mener cette transition, il ne fallait pas que le reste du monde ne s'attende à des miracles. Le monde est un vaste échiquier de puissance plus ou moins doté, et les États-Unis sont là pour défendre leurs intérêts, et le Moyen-Orient ne fait pas exception. Sur la chaîne, on vous fait voir les 4 coins du monde, mais quand vous voyagez concrètement à l'étranger, qui n'a jamais eu besoin dès son arrivée d'une connexion mobile pour ouvrir par exemple une carte, un traducteur ou commander un taxi? C'est là qu'intervient Saily. Saily, c'est une application de service eSIM proposée par Nord Security, une eSIM qui vous fournit une connexion internet partout où vous allez, et Saily vous propose des plans eSIM abordables dans plus de 160 pays. Il y a plusieurs années, j'étais allé faire un séjour au Japon. À l'époque, les eSIM n'étaient pas démocratisés, ni les services comme Saily. Même si cela a son charme, avoir Saily m'aurait grandement facilité la tâche, fait gagner du temps, de l'argent et rendu mon arrivée moins chaotique au milieu d'un pays qui m'était alors totalement inconnu. Avec une eSIM Saily, vous aurez toujours une connexion internet quand vous en aurez besoin sur votre appareil Android ou iOS. Saily permet d'éviter les escrocs qui vendent de fausses cartes SIM à l'extérieur des gares et des aéroports. Vous n'avez pas besoin de partir à la recherche d'un spot Wi-Fi public, et en plus, une assistance par chat est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et si votre appareil n'est pas compatible avec l'eSIM, vous pouvez même obtenir un remboursement. Avec le lien en description et en commentaire, vous pouvez avoir 15% de réduction sur votre premier achat en utilisant le code Terabellum et améliorer votre confort lors des voyages. Le monde, nous avons un public majoritairement français métropolitain, est souvent cartographié comme ça. Une projection Mercator avec l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient au centre. Or, la Terre est une sphère, et le monde pour les États-Unis, c'est ça. Au centre, l'Amérique, la maison mère, nord et sud, a protégé des influences étrangères. C'est le principe de la doctrine Monroe depuis le 19e siècle. L'Amérique fournit le gros de la matière première. La production nationale de pétrole représente 63% de la consommation nationale américaine. Le Canada, 25%, le Mexique, 5%, vient ensuite l'Arabie Saoudite et l'Irak qui couvrent seulement à eux deux 4% de la consommation de pétrole américain. Même chose pour le gaz. Les États-Unis produisent de quoi couvrir 97% de leur consommation et le reste est importé du Canada ou du Qatar. En revanche, les États-Unis exportent surtout les métaux rares. 80% des terres rares dédiées à la consommation américaine sont exportées et font l'objet d'une lutte entre la Chine qui domine pour le moment la chaîne de production des métaux rares et les États-Unis qui cherchent des alternatives à travers le monde. On l'avait illustré dans notre vidéo sur l'Afrique. À l'est, le continent européen qui forme un limes militaire avec l'OTAN pour endiguer la Russie et surtout un marché pour écouler les marchandises. Marché grandement facilité par l'Union européenne qui fait aussi l'objet d'une guerre économique avec les États-Unis. À l'ouest, la façade est-asiatique. Pas d'alliance militaire sur le modèle de l'OTAN pour le moment, mais un réseau d'alliances pour endiguer la Chine et toujours, vous commencez à comprendre, le commerce. Europe et Asie représentent environ 15% du PIB américain. Dans ces 15%, vous pouvez compter les 0,39% que représente le commerce au Moyen-Orient dans le PIB américain, une goutte d'eau d'environ 100 milliards de dollars, l'Arabie Saoudite et les Émirats y contribuent pour plus de 75%. Certains, en commentaire dans ma vidéo de présentation sur l'US Navy, posaient la question de pourquoi les États-Unis, qui ont la première marine du monde, ne parviennent pas à mettre fin au blocus des Houthis. Regardez la carte. C'est parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Le canal de Suez est une construction et un projet pour raccourcir le temps de trajet et améliorer les échanges ouest-est au sein du continent eurasiatique.
Les États-Unis agissent depuis l'extérieur du continent et n'ont besoin que de l'Atlantique et du Pacifique. Le détroit de Malacca est par exemple bien plus stratégique pour eux afin d'atteindre l'Inde et l'Afrique de l'Est. La question Houthi est aussi indexée sur la question de la guerre à Gaza. Pourquoi les États-Unis iraient projeter des Marines pour déloger les Houthis dans les montagnes au prix de lourdes pertes? Il suffit de régler le conflit en cours à Gaza. Au contraire même, le blocus affaiblit leurs rivaux commerciaux en Europe et en Asie et nous ramène au temps de Vasco de Gama. Le commerce entre l'Europe et l'Asie contourne maintenant par le cap de Bonne-Espérance. Des entreprises comme Maersk ont signalé des coûts supplémentaires pouvant atteindre 1 million de dollars et on parle de délais qui sont allongés d'1 à 2 semaines. Le coût d'expédition d'un conteneur standard de la Chine vers l'Europe du Nord est passé de 1500 dollars à 4000 dollars. On résume souvent la vision de Donald Trump et de son équipe pour le Moyen-Orient à une lutte pour la suprématie entre Israël et l'Iran. On s'attend à ce que Trump soutienne fermement le gouvernement israélien et se montre dur avec le gouvernement iranien. Une vision qui n'est pas fausse, mais qui est simpliste. L'objectif des États-Unis, en plus de tout ce qu'on évoque depuis des semaines autour du commerce, de son réseau de partenaires militaires, de l'endiguement des puissances continentales, c'est de trouver le moyen de faire au mieux en mettant fin aux applications militaires des États-Unis et en optimisant les coûts. Trump a une approche résolument réaliste quand il aborde les problématiques, or le Moyen-Orient a drastiquement évolué depuis le dernier mandat de Trump et les États-Unis devront traiter simultanément avec les Israéliens et notamment Benjamin Netanyahou qui dirige une coalition politique fragile, mais aussi les Iraniens qui se sont renforcés via la guerre civile en Syrie et forment dorénavant un axe avec la Russie et la Chine qui n'était pas de cette ampleur auparavant. Les Saoudiens et Mohammed Ben Salman via l'arbitrage de la Chine ont aussi normalisé leurs relations avec l'Iran et optent pour une politique de non-alignement. Il y a aussi la Turquie qui poursuit son jeu opportuniste, qui a ses propres projets qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les projets américains. Pour le dire simplement, à mesure que le monde évolue, le régional gagne sur l'international. Or, les États-Unis sont un empire international et Trump fera tout pour le pérenniser dans la mesure du possible. Effet Trump peut-être, c'est le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Évidemment, ces efforts ont été dirigés par la Maison Blanche de Biden, mais il faut aussi voir au-delà de la division démocrate-républicain. Les États-Unis restent les États-Unis et leur objectif est d'assurer une transition la plus fluide possible pour protéger leurs intérêts. Il est donc plus que probable que les actions critiques qui sont prises ces dernières semaines par l'administration Biden sont en partie faites avec l'aval de la future administration. Elon Musk aurait aussi rencontré l'ambassadeur iranien aux Nations Unies pour discuter des moyens de désamorcer les tensions. Les Iraniens ont nié qu'une telle réunion avait eu lieu, tout en exprimant un vif intérêt pour les négociations avec la nouvelle administration américaine, ce qui est un signe encourageant, même si, pour le moment, pas déterminant. Souvenez-vous, notre vidéo sur l'élection présidentielle en Iran, qui se joue entre deux courants, conservateur et réformiste. C'est le réformiste Massoud Pezeshkian qui a gagné ces élections. Un polyglotte issu d'une mère kurde iranienne et d'un père azéri iranien, bien sûr, Pezeshkian est un soutien de la révolution islamique. Il a aussi participé à la guerre Iran-Irak et le guide suprême domine de toute façon la scène politique. Mais Pezeshkian a un parcours beaucoup moins conservateur, une approche moins idéologue que son prédécesseur, que ce soit en ayant critiqué les répressions violentes des manifestations ou en étant favorable à une meilleure intégration des régions au sein de l'Iran, mais aussi en prônant un apaisement des relations régionales et en promettant de travailler à la levée des sanctions sur l'Iran. Attention, je ne dis pas que du jour au lendemain, Iran et États-Unis vont devenir les meilleurs business partners et qu'il y aura un autoroute Téhéran-Tel Aviv, mais les signaux d'un apaisement à venir ne sont pas nécessairement mauvais. Tout dépendra bien sûr des négociations. Et les négociations entre l'Iran et les États-Unis ont pour pilier central les accords nucléaires de 2015, qui avaient ensuite été rejetés par Trump au cours de son premier mandat. Les Iraniens ont récemment fait pression pour un retour à un arrangement similaire. Mais dans un entretien accordé le 14 novembre à la télévision iranienne, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que le précédent accord nucléaire ne pourrait servir que de référence et qu'il avait perdu sa signification précédente, sous-entendu qu'il devait être refait en prenant en compte le rapport de force actuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les accords nucléaires ont toujours été un levier utilisé par l'Iran pour tenter d'obtenir des concessions de la part des États-Unis, que ce soit sur les sanctions, mais aussi sur son influence régionale et les milices chiites. La position des États-Unis depuis un certain temps est que l'accord nucléaire est mort.
depuis que Trump a annoncé son retrait en 2018. Même Joe Biden, vice-président de Barack Obama lorsque l'accord avait été conclu à l'époque, ne l'a pas relancé sous son mandat. Et le fait que Téhéran remette l'accord nucléaire en avant depuis plusieurs mois montre qu'ils auraient aimé négocier avec l'administration Biden, et ça peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, la guerre avec Israël qui puise dans les ressources iraniennes et qui a notamment été coûteuse pour le Hezbollah, ce qui menace de fragiliser les acquis iraniens de la dernière décennie. Et je parle bien évidemment de la Syrie, où les rebelles islamistes ont lancé une offensive dans le nord du pays il y a plus d'une semaine, qui n'est sans doute pas le fruit du hasard. Pour l'Iran, il est clair que la priorité sera de soutenir la Syrie, de laquelle dépend le corridor d'influence et logistique qui s'étend jusqu'au Liban. Ensuite, les Iraniens savent que si accord nucléaire il y a, la nouvelle administration Trump pourra chercher des compromis, mais ne fera pas de cadeaux, que ce soit en imposant des mesures plus strictes à leur programme nucléaire, mais aussi en demandant à l'Iran de cesser d'utiliser les milices chiites dans la région. Sauf déclaration de guerre, il est possible que nous sommes à l'apogée de la lutte entre Israël et l'Iran actuellement. L'Iran se rend compte que sa capacité à exercer une influence atteint ses limites, que le Hezbollah s'est épuisé et souhaite consolider son assise, tandis que la Syrie est menacée. Jouer la carte de l'apaisement peut être cohérent. Israël, de son côté, a partiellement neutralisé le Hamas à Gaza, mais a atteint aussi ses limites au Liban, sans parvenir réellement à s'enfoncer dans le territoire pour neutraliser le Hezbollah. Sans même parler des limites économiques, militaires, mais surtout politiques entre les menaces de la ligne dure de faire exploser la coalition de Netanyahou si la guerre ne continuait pas, et à l'inverse, ceux comme l'ancien ministère de la Défense qui ont déjà quitté le gouvernement. Israël et Iran se sont également déjà mutuellement frappés. Il faut s'attendre au début du mandat de Trump à une vaste période de négociation qui déterminera le futur pour quelques années de la région. Téhéran est probablement prêt à une négociation plus large avec les États-Unis qui concernerait non seulement la question nucléaire, Israël bien sûr, mais aussi ses atouts régionaux et notamment en Irak où les dernières troupes américaines pourraient quitter le pays d'un commun accord entre l'Irak et les États-Unis, mais se pose ensuite la question des milices chiites pro-iraniennes qui continuent de monter en puissance. Pour l'administration Trump, un autre objectif, c'est de faire progresser les accords d'Abraham de 2020, qui ont vu les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan normaliser leurs relations avec Israël. L'objectif final de la normalisation des relations avec Israël, c'est l'Arabie Saoudite. On l'a déjà évoqué en vidéo. Le but pour les États-Unis est de sécuriser Israël et de former un glacis protecteur face à l'influence iranienne. L'administration Biden a poursuivi les efforts pour rallier les Saoudiens et a fait des progrès considérables jusqu'à ce qu'ils soient torpillés par l'attaque du 7 octobre et le conflit régional qui a suivi. Le différend principal entre l'Arabie Saoudite et Israël, ça concerne la question palestinienne. On en parlait dans nos 2 vidéos sur l'Arabie Saoudite que je vous invite à regarder. Bien sûr, le processus de normalisation avec Israël ne reprendra pas avant à minima un cessez-le-feu à Gaza. Or, le parti dur de la coalition de Netanyahou s'oppose à toute cessation des hostilités, tandis que l'Arabie Saoudite adopte une posture de plus en plus non alignée pour éviter d'être entraînée dans une guerre avec l'Iran. C'est là le grand défi de l'administration Trump qui va devoir accélérer d'une façon ou d'une autre la fin du conflit à Gaza. Par exemple en exigeant la libération des derniers otages du Hamas qui pourrait favoriser un cessez-le-feu et si possible ensuite sceller les accords de normalisation israélo-saoudiens. Comme si cela ne suffisait pas, la Turquie, qui a été à l'écart pendant une grande partie de la crise actuelle, espère bénéficier de la situation. Si la Turquie avance de nombreux pions ces derniers mois, c'est pour avoir autant de poids lors des échanges diplomatiques quand Trump débutera son mandat. Tantôt en profitant de l'affaiblissement du Hezbollah et de l'Iran face à Israël pour étendre sa zone tampon en Syrie et frapper les combattants kurdes, tantôt en cherchant à s'accaparer la question palestinienne en hébergeant les cadres du Hamas que le Qatar aimerait mettre à la porte. En étant aussi un partenaire essentiel de l'OTAN et des États-Unis par sa présence géographique essentielle sur le Rimland qui permet de contrôler la mer Noire et de bloquer la Russie, nul doute que la Turquie saura parfaitement s'adapter à l'arrivée de Trump à la Maison Blanche. Reste à voir si Washington tolérera ou non les écarts de la Turquie vis-à-vis du soutien au groupe islamiste. Reste à voir si Erdogan ne se montrera pas aussi trop gourmand. La Turquie paye encore le prix des sanctions économiques décrétées par Trump en 2019, sanctions qui avait été une réponse à l'offensive lancée par la Turquie dans le nord-est de la Syrie qui menaçait les intérêts et les soldats américains en zone kurde. Donald Trump s'est récemment déclaré en faveur du départ des soldats américains au nord de la Syrie, pris en étau entre les intérêts kurdes et turcs. Encore une fois, America First. Mais cela ne se fera pas sans négociation et sans une stabilisation de la région.
Les États-Unis s'efforcent de rapprocher les Saoudiens et des Israéliens dans le même temps, de traiter avec les Iraniens en tête-à-tête, mais aussi de discuter avec la Turquie en tant que partie prenante dans la région et qui se sont forgés ces derniers mois des atouts pour négocier. Parvenir à un équilibre des pouvoirs à 4 au Moyen-Orient, garantir une stabilité qui permettrait un désengagement des moyens militaires américains, c'est là le futur objectif de l'administration Trump. Bien que cela ne soit pas impossible, ce sera un défi considérable qui pourrait tout aussi bien exacerber les rivalités dans la région, mais toujours America First. J'espère que vous appréciez nos vidéos d'anticipation. Encore une fois, je rappelle que le but d'une analyse géopolitique, c'est de fournir des hypothèses crédibles en se basant sur des informations et des signaux à un moment donné qui sont plus ou moins accessibles et que cela ne constitue en aucun cas une prédiction absolue. N'hésitez donc pas à étayer en commentaire, on se fera un plaisir de vous lire. Merci aussi à Saily d'être le sponsor de cette vidéo. Grâce au lien qui s'affiche et au code Terabellum, vous pouvez profiter d'une réduction de 15% sur votre premier achat d'eSIM et n'oubliez pas, si c'est incompatible avec votre appareil, le service est remboursé. Merci à tous pour votre fidélité et à nos membres YouTube qui soutiennent financièrement la chaîne et à la prochaine.